Alors bonjour, je m'appelle Natacha et je travaille à l'Institut et l'Hôpital neurologique de Montréal à l'unité de recherche clinique. Merci beaucoup de m'avoir permis de donner cette présentation aujourd'hui. Je vais vous parler à propos des études cliniques neuromusculaires que nous faisons maintenant et aussi que nous commençons bientôt. Il y avait un temps où il n'y avait pas beaucoup d'études cliniques pour les maladies neuromusculaires parce que plusieurs de ces maladies peuvent être assez rares. Mais aujourd'hui, nous voyons de plus en plus d'études cliniques pour tous les différents types de maladies neuromusculaires avec des autres études cliniques à venir. Je travaille avec une équipe très passionnée à l'unité de recherche clinique. La directrice, c'est Dr. Angela Genge. Notre équipe est composée de plusieurs neurologues, des infirmières, des pharmaciens et des coordinateurs qui sont tous dédiés à aider à l'avancement de la science neurologique avec la recherche clinique, à participer à des études cliniques afin d'identifier de nouveaux traitements ou des traitements plus efficaces, à fournir aux participants des études cliniques les meilleurs soins et à fournir des données de grande qualité aux commanditaires et aux investigateurs. Prochaine. Merci. Alors, il y a plusieurs types d'études cliniques, soit les études de phase 1, 2, 3 ou 4. Et la phase 1 correspond à la première fois qu'un médicament à l'étude est administré chez les humains afin d'évaluer la sécurité et les effets secondaires de différents dosages. Cette phase est généralement conduite chez les personnes volontaires en bonne santé. Ces études durent généralement plusieurs mois et recrutent environ 20 à 90 participants. La phase 2, on a entre 100 et 300 participants qui prennent part à l'étude pour une période de plus d'1 an afin d'établir l'efficacité et la sécurité de 2 ou 3 dosages d'un médicament à l'étude. Dans la phase 3, c'est généralement plus de 1000 participants qui prennent part à l'étude afin de confirmer l'efficacité de 1 ou 2 doses du médicament à l'étude, et ceci pour environ 1 à 2 ans. Et finalement, nous avons la phase 4. Les études de cette phase se produisent lorsque le médicament se retrouve sur le marché. Cette phase compare généralement un médicament approuvé à un autre. Les études neuromusculaires que nous faisons maintenant sont tous les phases 2 et 3, mais généralement avec moins de 200 participants parce qu'ils sont des maladies un peu plus rares. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, pour l'instant, nous participons à 3 études actives pour 3 maladies neuromusculaires, la PIDC, la polymyosite et la syndrome myasthénique de Lambert-Eaton. L'année prochaine, nous allons participer à des études cliniques pour la myasthénie grave et à la dermatomyosite. L'Institut et l'Hôpital neurologique de Montréal est seulement un des nombreux sites mondiaux pour chacun de ces études. Dans l'étude de PIDC, par exemple, il y a 69 sites au monde avec 15 pays qui participent. Mais tous les sites doivent suivre le même protocole. La prochaine, s'il vous plaît. Et tous les protocoles suivent les mêmes étapes générales. Alors, la première étape est la phase qui s'appelle la période de sélection. Et les patients sont évalués afin de déterminer s'ils sont admissibles à l'étude clinique. On posera plusieurs questions à propos des antécédents de santé. Il y a souvent des examens physiques, neurologiques et des analyses de laboratoire. Plusieurs études incluent les examens ophtalmologiques, dermatologiques et des tests de la fonction respiratoire. Une fois qu'un patient passe la période de sélection et est admissible à l'étude, ils peuvent commencer à prendre le médicament et entrer dans la phase de traitement, la deuxième phase. Durant cette phase, le patient doit venir à l'hôpital régulièrement pour des évaluations comme les examens physiques, les examens neurologiques, des questionnaires et des autres tests créés pour suivre les améliorations. Et il y a souvent plusieurs visites pendant une étude. Si les résultats de l'étude sont positifs, ça veut dire que les personnes qui prennent les médicaments actifs font mieux que les personnes qui prennent un placebo. Et vous rappelez que c'est les études cliniques, alors il y a toujours un groupe de patients qui peut recevoir un placebo.
En général, les patients sont offerts la possibilité d'entrer dans un prolongement de l'étude où tout le monde reçoit le médicament actif jusqu'à le médicament est approuvé par Santé Canada. Toutefois, cela varie pour chaque étude. Alors, je vais commencer à décrire les 3 études actives que nous faisons maintenant. La première étude, c'est pour la PIDC. Et le médicament pour cette étude s'appelle le fingolimod ou le Gilenya. Le fingolimod est un médicament administré par voie orale. C'est une capsule une fois par jour qui offre une nouvelle approche pour le traitement de la sclérose en plaques et qui pourrait soulager également les symptômes de la PIDC. Le fingolimod agit sur certains types de globules blancs, les lymphocytes, responsables des réactions immunitaires. Il provoque une migration d'une partie des globules blancs loin des sites d'inflammation et les redirige vers les nodules lymphatiques et les autres endroits de l'organisme où ils dénurent. On croit que ces cellules jouent un rôle important dans le processus inflammatoire associé à la sclérose en plaques et à la PIDC. Les effets du fingolimod chez les patients atteints de PIDC n'ont pas été étudiés. La plupart de l'information sur le fingolimod a été fournie par les études chez les patients qui souffrent de la sclérose en plaques. J'ai perdu mon truc. Pardon. Et celle-ci peut s'appliquer ou non à les patients atteints de la PIDC. La liste actuelle des effets secondaires indésirables connus de fingolimod a été créée à partir des études cliniques réalisées chez plus de 12 000 patients qui souffrent de la sclérose en plaques, ainsi qu'à partir de données recueillies à la suite de l'utilisation commerciale du fingolimod depuis 2010 dans les cabinets de médecins et les hôpitaux. Prochain, s'il vous plaît. Merci. Alors, voici le study design pour l'étude en PIDC. Alors, après la période de sélection ou screening en anglais, quand un patient est déclaré admissible, ils peuvent joindre l'étude. Et lorsque le patient joint l'étude, il cesse de suivre son autre traitement pour la PIDC et c'est généralement soit les immunoglobulines ou les corticostéroïdes ou les deux ensemble. Le patient continue à prendre les médicaments administrés chaque jour dans le cadre du traitement à l'étude jusqu'au moment où il est sujet à une rechute de la PIDC, si une rechute arrive. Si ça se produit, le patient communique ça avec le neurologue. Et si la reprise de maladie est confirmée, le patient peut cesser de prendre le médicament à l'étude et recommence à suivre son traitement antérieur contre la PIDC ou d'entreprendre un nouveau traitement contre la PIDC et de continuer à participer à l'étude après avoir parlé avec un neurologue responsable. Naturellement, c'est possible que s'il y a une rechute de PIDC, le patient prenait le placebo. Alors, c'est pour ça que même si Santé Canada n'a pas encore approuvé un traitement, quand le patient a fini toutes les visites de l'étude, et cette étude dure à peu près 3 ans, c'est une étude plus longue, il est admissible pour un prolongement de l'étude où tout le monde reçoit le médicament actif, même si ce n'est pas encore approuvé. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, j'ai mentionné pour cette étude de PIDC, le patient généralement doit prendre soit les immunoglobulines ou les corticostéroïdes ou les deux ensemble. En fait, chaque étude a des critères d'inclusion et d'exclusion spéciales conçus pour la sécurité des patients. La période de sélection est mise en place pour s'assurer que chaque patient qui commence l'étude répond à tous les critères d'inclusion et aucun des critères d'exclusion. Et voici quelques critères d'inclusion et d'exclusion pour l'étude en PIDC. Avec toutes nos études, en fait, tous les patients doivent être 18 ans ou plus. Et pour cette étude spécifiquement, les patients doivent recevoir un traitement d'immunoglobuline ou de corticostéroïdes, ou les deux ensemble.
Mais vous pouvez voir ici qu'il y a certains médicaments que s'ils sont pris dans les 6 derniers mois ou les 2 derniers mois ou l'année passée, le patient ne peut pas être admissible à l'étude. À cause de quoi? Est-ce qu'il y a une raison? Généralement, c'est la sécurité du patient. Par exemple, beaucoup de ces médicaments affectent l'immune response. Alors, si l'immune response est trop suppressée à cause de ces médicaments, on ne veut pas commencer quelqu'un à une étude clinique où ils sont déjà un peu plus susceptibles à des infections, par exemple. Ouais. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, la deuxième étude neuromusculaire que nous participons à est une étude pour la syndrome myasthénique de Lambert-Eaton, qui est une condition extrêmement rare. Cette étude vise à mieux connaître la sécurité et l'efficacité du médicament à l'étude, le phosphate d'amifampridine, chez les personnes atteintes du LEMS. Dans l'Union européenne, ce médicament à l'étude a été approuvé par l'Agence européenne des médicaments pour le traitement des sujets atteints du LEMS, mais avant que ce traitement peut être approuvé au Canada et aux États-Unis, une étude de phase 3 doit être complétée. Alors, environ 1 à 4 sujets participeront à cette étude à l'Institut et l'Hôpital neurologique de Montréal et près de 30 à 40 sujets participeront à l'étude complète. Parce que c'est une condition très rare, ils ne cherchent pas beaucoup de patients pour cette étude. La prochaine, s'il vous plaît. Et pour celle-ci, je ne vais pas décrire l'étude en détail, sauf montrer les critères d'inclusion et d'exclusion les plus importants. Alors, comme d'habitude, les patients doivent avoir plus que 18 ans. Ils ne peuvent pas prendre des médicaments susceptibles d'interférer avec le médicament à l'étude. Ils ne peuvent pas avoir une histoire de l'asthme mal contrôlée ou des antécédents de convulsions, d'épilepsie ou de rythme cardiaque irrégulier. Et notamment parce que la moitié de ces patients ont aussi le cancer des poumons, ils ne peuvent pas avoir subi un traitement anticancéreux au cours des 3 derniers mois. Une question parce que le syndrome de Lambert-Eaton, vous avez souvent associé justement à une néoplasie. Je me demandais, il est souvent associé à un cancer, ce syndrome-là. Oui. Je me demandais justement la majorité de ces patients-là vont quand même recevoir un traitement anticancéreux. Oui, alors c'est juste que le traitement s'est arrêté il y a 3 mois avant qu'il commence l'étude ou 3 mois avant ou 3 mois après qu'il commence l'étude. Il peut avoir un traitement anticancéreux pendant l'étude ou 6 mois avant l'étude, mais juste quand le médicament de l'étude commence, il ne veut pas interférer trop avec ça. C'est plus le timeline de quand le traitement anticancéreux commence et finit. Si ça c'était clair. Ok, super. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, finalement, la troisième étude, c'est l'étude sur la polymyosite. Le traitement à l'étude, le BAF312, est un comprimé oral qui offre une nouvelle approche thérapeutique de la polymyosite. Le BAF312 agit sur certains types de globules blancs, les lymphocytes encore, qui sont en cause dans les réactions immunitaires et d'inflammation. Ces réactions et inflammations peuvent faire en sorte que vous ressentez de la faiblesse musculaire, de la sensibilité et de la douleur. Alors, le BAF312 fait en sorte que certaines de ces cellules demeurent dans les sites où elles sont créées et ne peuvent pas se déplacer vers les muscles et les autres sites inflammatoires. Le BAF312 a été mis à l'essai chez plus de 200 volontaires en bonne santé dans le cadre de 3 études afin d'en évaluer l'innocuité et d'en apprendre plus sur son mode de distribution dans l'organisme et ses effets sur l'organisme. Les doses mises à l'essai dans le cadre de ces 3 études variaient entre 0,1 mg à 75 mg, dont une étude qui comprenait une administration quotidienne pendant 28 jours.
La dose la plus forte qu'un patient recevrait s'il accepte de participer à l'étude qu'on fait maintenant est 2 mg pendant environ 168 jours. La prochaine, s'il vous plaît. Merci. Et voici un peu plus sur cette étude spécifiquement. Si un patient est admissible et qu'il accepte de participer à l'étude, durant les 12 premières semaines, il recevra soit 2 mg de BAF312 ou soit un placebo. Durant ces 12 premières semaines, ce qui correspond à la phase 1 ou période 1 de l'étude, il y a une chance en 67% d'être traité avec le BAF312. Ce qui signifie que les participants ont environ 2 chances sur 3 de recevoir BAF312 et également 1 chance sur 3 de recevoir le placebo. On utilise un placebo dans toutes les études cliniques pour s'assurer que les changements qu'un patient signale ou que le neurologue responsable de l'étude observe ne sont pas simplement un hasard. Quel que soit le traitement qu'un patient ait attribué pendant cette étude, soit le BAF312 ou le placebo, le patient fait l'objet d'une phase d'augmentation graduelle de la dose de 6 jours au début de la phase 1. Au cours de la phase de réglage de la dose augmentera pendant un temps, 6 jours, pour atteindre la dose complète, c'est le 2 mg. Pendant les 5 premiers jours de la phase de réglage de la dose, le patient recevra une trousse d'augmentation de cette dose et le patient atteindra la dose complète le 6e jour lorsqu'il commence à prendre le médicament du flacon au lieu de la trousse d'augmentation de la dose. Après les 12 premières semaines, l'étude compte une phase de traitement additionnel facultative de 12 semaines qui correspond à la phase 2 de l'étude. Si le patient accepte de participer à l'étude de 12 semaines, il recevra 2 mg de BAF312 sans possibilité de recevoir un placebo. Au début de la phase 2, il fera l'objet d'une phase d'augmentation de la dose de 6 jours comme lors de la phase 1. Et vous pouvez voir la fréquence des visites ici aussi. Ils sont marqués avec un V. Alors, l'étude, celle-ci est beaucoup plus courte que l'étude en PIDC. Ça fait à peu près 24 semaines. Et vous pouvez voir, il y a à peu près 12 visites en tout. Alors, elle est beaucoup plus courte. Ouais, la prochaine. Et voici quelques critères d'inclusion et exclusion pour l'étude en polymyosite. Alors, encore, on voit 18 ans, c'est toujours une critère d'inclusion. Et le patient, pour cette étude ici, doit avoir reçu les corticostéroïdes seuls ou en combinaison avec des médicaments immunosuppresseurs pour 3 mois, au moins 3 mois. Et ils doivent être sur une dose stable de corticostéroïdes et il faut démontrer une faiblesse musculaire persistante. Mais les sujets ne sont pas admissibles s'ils ont reçu des immunoglobulines dans les 6 derniers mois. La prochaine, s'il vous plaît. Ok, alors j'espère que ça vous donne une idée très générale des études cliniques neuromusculaires qu'on fait maintenant. J'ai expliqué ça tout vraiment vite, mais naturellement, quand quelqu'un est intéressé à des études cliniques, on commence toujours par s'asseoir avec eux et expliquer toutes les procédures, les risques, le calendrier des visites en détail et on parle avec le neurologue à propos de ça aussi. Et c'est une conversation avec un neurologue. Alors, je vais continuer maintenant à parler à propos d'une des 2 études qui arrivent en 2014. C'est l'étude de la myasthénie grave. Alors, ici. Okay. Cette étude, en fait, c'est pour une forme très spécifique de la myasthénie grave qui s'appelle la myasthénie grave généralisée et réfractaire. C'est une forme très rare et débilitante de la myasthénie grave généralisée. Le traitement utilisé s'appelle eculizumab,
qui a déjà été étudié avec un petit groupe de 14 patients avec la myasthénie grave généralisée et réfractaire. Et les résultats ont démontré une amélioration intense de la maladie. Alors, il y avait des très bons résultats. Alors, c'est soit eculizumab ou un placebo qui est donné par infusion chaque 1 ou 2 semaines. Et c'est une infusion assez rapide, ça prend à peu près 35 minutes. Prochaine, s'il vous plaît, merci. Comme d'habitude, les patients sont évalués pendant la période de sélection pour déterminer s'ils sont admissibles à l'étude. Par exemple, pour cette étude, tout le monde qui commence le traitement doit être vacciné contre la méningite avant de commencer le traitement. Et ça, c'est fait pendant la période de sélection. Et ça dure 2 à 4 semaines. C'est une période de sélection très courte. Pendant les 4 premières semaines, l'infusion est 1 fois par semaine et la dose augmente doucement. Vous pouvez voir la dose à droite là. Si jamais il y a un traitement d'échange de plasma, une dose supplémentaire peut être donnée pendant l'étude aussi. Mais les immunoglobulines et l'échange de plasma ne sont pas permis pour les 4 semaines avant la période de sélection. Et après les 4 premières semaines, l'infusion est 1 fois tous les 2 semaines pour 5 mois. Alors, les études peuvent avoir des règles très différentes. Nous avons vu pour l'étude de PIDC, les patients doivent arrêter leurs médicaments complètement pour être admissibles à l'étude. Mais pour cette étude ici, les autres médicaments sont permis, les immunoglobulines, l'échange de plasma, tout ça. La prochaine, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui. Le médicament dont vous parlez, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont plus amélioré leur état? Oui, il y avait, je pense que c'était une étude clinique. Ouais, il y avait déjà une étude clinique avec des patients de myasthénie grave. C'était un petit groupe, il y avait à peu près 14 patients. Mais oui, ils ont démontré que les symptômes sont améliorés beaucoup plus que les patients qui prenaient le placebo. Alors, c'est une étude de phase 3, celle-ci. Alors, ouais. Quand vous trouvez une myasthénie grave généralisée réfractaire, oui. tout le monde m'a déjà dit j'avais une myasthénie gravis, OK? Et après ça, ils m'ont changé pour me dire que c'était congénital. OK. Parce que congénital, ça rentre dans le réfractaire ou... Je ne suis pas certaine. C'est le neurologue qui fait la distinction. Ouais, alors c'est quelque chose à discuter avec le neurologue. Comment ils font the diagnosis specifically. Ouais. Merci. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, voici quelques critères d'inclusion et exclusion pour cette étude ici. Alors, comme d'habitude, 18 ans toujours. Pour cette étude, une critère d'inclusion importante, c'est que les patients n'ont pas répondu à plusieurs traitements d'immunosuppression ou n'ont pas répondu à un seul traitement d'immunosuppression et qui ont besoin des immunoglobulines ou d'échanges de plasma régulièrement. Et ça fait depuis 1 an qu'ils ont ces traitements. Il ne peut pas être admissible si ils ont reçu des immunoglobulines ou des échanges de plasma 4 semaines avant la période de sélection. Alors c'est possible si ces traitements sont reçus à tous les 4 semaines ou tous les 6 semaines, ça va, il n'y a pas de problème. Il ne peut pas avoir Rituxan ou Rituximab pour 6 mois avant la période de sélection. Il doit démontrer une faiblesse plus qu'une faiblesse d'un muscle oculaire. Et il ne peut pas avoir une rechute pendant la période de sélection. Et comme on a vu avant, la période de sélection est très courte, 2 à 4 semaines. Et il ne peut pas avoir une thymectomie ou une thymome. Merci.
Alors, avant de finir la présentation, je voudrais vous rappeler que la décision de participer à une étude revient entièrement à le patient. La sécurité du patient est le plus important et c'est pour cela que toutes les études ont une période de sélection intense et plusieurs visites pendant l'étude. L'avantage de participation, le plus évident, c'est d'avoir potentiellement accès à un nouveau traitement avant que les médicaments soient disponibles pour la plupart de la population. Mais il est toutefois important de se rappeler que les essais de clinique sont des tests en fait. Et il n'y a aucune garantie que le traitement de l'étude sera efficace. Mais les participants bénéficient aussi d'un suivi étroit de leur état de santé, parce qu'on voit le neurologue et le médecin régulièrement, ce qui pourrait contribuer à une meilleure gestion de leur maladie. De nombreuses personnes tirent une grande satisfaction de savoir que leur participation permet d'en aider des autres, qu'elle contribue à augmenter la somme des connaissances sur la maladie et fait ainsi avancer la recherche médicale. Et même si vous n'êtes pas admissible ou vous n'êtes pas intéressé à propos de ces études, j'espère que la présentation démontre qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent très fort pour trouver des meilleurs traitements ou des traitements alternatifs ou des traitements plus efficaces pour plusieurs maladies neuromusculaires et même les maladies très rares. Et si vous êtes intéressé par une étude ou vous voulez en savoir plus, j'ai amené toutes mes petites cartes ici avec moi aujourd'hui. S'il vous plaît, n'hésitez pas de m'appeler ou m'envoyer un courriel. Je suis très disponible. Et pour toutes les études, nous pouvons travailler avec votre docteur, votre neurologue, docteur de famille, il n'y a pas de problème. La prochaine, s'il vous plaît. Et finalement, nous avons un site web qui liste nos études en cours de recrutement et les études à venir. Nous sommes une grande clinique de recherche. Alors, c'est pas juste des études neuromusculaires, on fait beaucoup de sclérose en plaques aussi, on fait beaucoup de ALS. J'ai l'adresse de site web sur mes petites cartes aussi. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Très bon français. Ah. Très bon. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Natacha? Oui. Oui. Bon, je voulais savoir s'il y a un rapport entre la polymyosite à fort d'infusion et la myasthénie. Pour les... Enfin, si ils disent, si on décerné les deux maladies, on aurait les deux maladies, est-ce qu'on a vraiment deux maladies ou c'est la polymyosite qui peut engendrer peut-être le gravisme? Ah, ça, je ne sais pas. Je sais pour la critère d'inclusion, pour les deux, c'est souvent une biopsie pour la polymyosite, une biopsie du muscle. Mais par après, plus tard, ils découvrent qu'on a l'autre maladie. Et puis dans notre raisonnement, on se demande, est-ce qu'on a vraiment l'autre maladie ou elle est provoquée par le polymyosite? Oui, c'est ça, je sais. Vas-y, ouais. Si je peux me permettre, je discutais avec un médecin à Vancouver il y a pas longtemps qui est spécialisé justement en myasthénie. Puis il m'expliquait que la myasthénie est considérée des fois dans la famille des maladies des polymyosites ou des myosites. Fait qu'on a souvent, c'est ce qui fait que souvent quand on est sur la myasthénie, par exemple, on va dire ça ne devrait pas donner de douleur musculaire, mais la plupart des patients se plaignent de douleur musculaire. Fait que souvent ils les considèrent dans le même continuum de maladie. Donc ils ne vont pas dire nécessairement que, en tout cas moi, la discussion que j'avais avec ce spécialiste, là c'est pas nécessairement que tu as les deux maladies, mais il n'est pas anormal d'avoir des symptômes, admettons, de polymyosite, myosite dans une myasthénie ou inversement. Parce que dans le processus inflammatoire au niveau des muscles, c'est un petit peu, ça suit un peu. Ouais. J'ai une deuxième question aussi. Si d'une cellulite, est-ce que ça rentre en ligne de compte contre votre médicament expérimental? Si on va dire on a une infection, on s'est cogné la jambe, on a une infection, je sais que les anticorps vont s'en aller là, ça fait un dérangement organique les anticorps. Est-ce que ça peut nuire
aux recherches d'un médicament. Est-ce que ça peut être affecté quand vous êtes sur Est-ce l'étude? que c'est un Dans cas une recherche. d'exclusion, avoir une cellulite active, c'est ça? Ah, une cellulite active? Non, je ne crois pas. Mais si... Dû aux antibiotiques aussi. Ah, ça dépend. Ça dépend des antibiotiques. Des fois, il y a certains antibiotiques qu'on dit non, vous devez finir cet antibiotique avant de commencer l'étude. Mais c'est vrai que parce que, comme on a expliqué, ça peut retraindre, keep les lymphocytes d'aller à les sites d'inflammation. Empêcher. Oui, exactement. Alors, c'est pour ça que c'est possible que les infections les patients sont plus susceptibles aux infections quand ils prennent le médicament. Et je veux dire, parce qu'on a eu le surplus des greffes, là, les anticorps, quand on fait l'immunoglobulines. Puis, ça fait des anticorps déjà qui vont s'en aller pour l'inflammation. Puis, il y a l'autre anticorps qui va s'en aller pour la subulite. Et des fois, ça ne dérange pas l'organisme. Pardon, je pense pas que j'ai compris la question. C'est parce qu'on a des anticorps qui vont s'en aller pour essayer de soigner la subulite. C'est plus les lymphocytes c'est pas les anticorps. Des lymphocytes qui dégagent les greffes. Mais vous, c'est chose de réfléchir, tu parlais des anticorps, il y a ceux qui s'attaquent à la bactérie, à l'infection, mais il y a ceux aussi qui sont les médiateurs de toute la réaction inflammatoire, c'est ça que je voulais dire, la différence. Mais tout ce que je voulais savoir, c'est si, admettons, vous avez une cellulite, mettons, pendant le traitement ou avant le traitement? Pendant le traitement. Ok, pendant le traitement, donc. C'est un peu, if he's suffering from a cellulitis during treatment, Oui. will he be able to continue the treatment or he will have to stop? Ah oui, c'est possible de arrêter le traitement pendant l'étude si on voit qu'il y a quelque chose comme une cellulite ou quelque chose que vous avez besoin de cette réaction immunitaire pour vous protéger. Alors on peut toujours arrêter le médicament pour quelques jours et recommencer après que la cellulite n'est plus là. Ouais. Ouais. Merci. T'as répondu? Ouais. Moi, j'ai une question. C'est sûr qu'on voit, il y a des, comme en myasthénie grave, c'est des formes en particulier dont vous faites de la recherche, la Brayton. Ouais. Mais j'imagine, c'est souvent ce qu'on va dire en maladie neuromusculaire. Bon, là, on parle de maladie neuromusculaire auto-immune, donc où le système immunitaire est en jeu dans les 5, 6, 7 formes qu'on retrouve. Mais j'imagine qu'une avancée en recherche dans une forme X va faire bénéficier la communauté auto-immune. Oui. C'est comme en fait le fingolimod pour la sclérose en plaques. Ils ont vu que ça marche très très bien pour la sclérose en plaques. Et les médecins se sont dit, c'est vraiment relié à la PIDC en beaucoup de formes. Peut-être on va essayer ça en PIDC. Alors, je crois que je sais que Dr. Genge est très excité pour essayer ça en PIDC parce qu'ils sont très reliés. Alors, ouais, totalement, ouais. Parce que souvent, on va dire, moi, ce que j'entends, c'est que les gens vont dire, il n'y a pas énormément de recherche, ou il y a de la recherche sur des formes en particulier, des formes infantiles, tout ça. Puis là, nous autres, ce que souvent je vais dire, c'est, oui, mais une avancée va faire bénéficier tout le monde. Je pense que c'est important aussi de et c'est comme on disait avec la polymyosite et la myasthénie grave, des fois on voit que ça peut être ils sont tous reliés et les distinctions sont très petites. Même la polymyosite et la dermatomyosite sont très reliées aussi. Alors, un traitement peut aider un autre. Juste une question, parce qu'en fait, un peu comme vous disiez, dans la plupart, en fait, ce qu'on voit, tous les médicaments qui sont à l'étude, ils ont tous un effet sur les lymphocytes, finalement, si on se rend compte. C'est vrai. Un peu comme vous disiez, par exemple, dans le PIDC, c'est un médicament qui est déjà connu pour la sclérose en plaques, vous l'avez laissé dans le PIDC, mais je me disais, la plupart des maladies dont vous avez parlé aujourd'hui, c'est plus des maladies où on sait que le système immunitaire, évidemment, est impliqué, mais aussi généralement les lymphocytes. Oui. Donc, par exemple, dans la myasthénie grave, c'est des lymphocytes, souvent type B.
Est-ce qu'on peut penser que plus tard, admettons, le médicament, par exemple, dont vous parlez qui est à l'étude pour le PIDC, va être un jour à l'étude pour la myasthénie grave, admettons? Oui, oui, bien sûr. Et en effet, c'est ça ce qui s'est passé pour la sclérose en plaques jusqu'à la PIDC. Avant, c'était un médicament développé pour la sclérose en plaques. Et on a encore des études qui continuent avec le fingolimod en sclérose en plaques. Mais pendant que les études cliniques étaient en cours, ils ont vu ça marche très très bien pour la sclérose en plaques. On va commencer des études avec ça en PIDC. Alors ça peut être, évidemment que si on voit que ça marche bien en PIDC, peut-être on va essayer ça en myasthénie grave. Parce que je me demandais, par exemple, dans la myasthénie grave en 2014, vous disiez, j'ai oublié, je ne sais pas si c'est Soliris ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom. Soliris, oui, eculizumab, oui. Mais par exemple, est-ce que le fingolimod, à un moment donné, vous savez si il y a des projets de le tenter en myasthénie, par exemple, ou pas du tout? Pour l'instant, la seule étude pour la myasthénie, ça va être celle sur ce médicament-là? Je ne sais pas exactement, malheureusement, je ne suis pas not high enough in the hierarchy to get the coming studies. Alors, je connais les études qui commencent très très bientôt, mais ça c'est toujours quelque chose que je peux demander à mon manager parce qu'il saurait, on reçoit beaucoup de correspondance pour les études qui n'ont pas commencé officiellement, mais qui sont peut-être dans les projets. Exactement, dans les projets qui commencent. Alors, je peux poser cette question pour vous. Ouais. Vous avez dit le P pour le Travis, le lymphocyte B? Ben, en fait, non, mais ça commence les lymphocytes T qui stimulent les lymphocytes B qui deviennent des plasmocytes qui deviennent des qui sont tous impliqués. Mais c'est principalement les B qui sont impliqués. Les B pour le Travis. Oui. C'est quoi la molécule du Soliris? C'est eculizumab. Je ne connais pas trop sur la science sur l'eculizumab, mais c'est une infusion. Ils n'utilisent pas déjà pour le prendre? Oui, et c'est déjà sur. Il est utilisé pour la maladie. Oui, oui. Pour aller chercher. Déjà approuvé pour quelques d'autres maladies. Oui, Auto-immune. c'est ça. Mais pas pour la myasthénie grave spécifiquement. Ouais. Alors, Merci beaucoup. Merci énormément.